C'est peut-être entre autres raisons parce que je suis nantais que je me fais aujourd'hui un devoir d'alerter sur une situation qui est, comment ne pas le reconnaître, des plus inquiétantes. Une situation qui pourrait de surcroît connaître un regain et une nette aggravation dès la rentrée, compte tenu du contexte politique. Bien sûr, le nouveau Front populaire ne verra pas de Premier ministre issu de ses rangs, bien qu'il s'imagine que cela lui est dû. Nantes, donc, 6e ville de France, autrefois qualifiée de ville où il faisait bon vivre, a en effet été de multiples fois le théâtre de destruction, de saccages à répétition, perpétrés par des groupes de nervis appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche. Ces groupes prenant le plus souvent prétexte de manifestations parfaitement légales et autorisées, et de plus parfaitement légitimes, pour se greffer sur les cortèges et accomplir leurs basses œuvres en marge de ceux-ci, et le plus souvent une fois l'ordre de dispersion donné. Ces exactions inacceptables qui touchent au premier rang les riverains et commerçants du centre-ville, coûtant très cher à ces derniers, voire finissant par les acculer à la fermeture, laissent à chaque fois place à un insupportable spectacle de désolation qui conduit à se demander pourquoi l'État consent-il à une telle impuissance. Si elles atteignent, à Nantes notamment, donc un niveau de gravité particulièrement élevé, cela trouvant une part d'explication dans le fait que les pouvoirs publics aient laissé prospérer pendant des années la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la fois qu'en retranchée et base arrière pour la faune de ces populations, libertaires, autonomes, antifa, altermondialistes, écologistes radicales, lesquels, chacun le sait, sont à l'origine de ces actes, on assiste depuis quelque temps à la fois à leur banalisation, mais aussi à leur montée en fréquence, ces groupes d'ultra-gauche faisant d'autant plus feu de tout bois que leurs revendications et les motifs de leur combat se perdent dans le vide idéologique qui les caractérise, pêle-mêle les OGM, la sauvegarde de l'eau, le prétendu réchauffement climatique, une autoroute, les Jeux Olympiques. Peu importe, ces manifestants professionnels, ou plutôt ces professionnels du désordre et du chaos, trouvent leur raison d'être et répondent aux intérêts qu'ils servent, j'y reviendrai, à travers ces actions mêmes qui, outre les dégradations matérielles qu'elles impliquent, entraînent à l'occasion coups et blessures, font souvent peser de lourdes menaces sur des vies humaines, voire confinent parfois à des actes de nature terroriste. Très récemment, entre le 16 et le 21 juillet 2024, à la suite d'événements comparables dans leurs motifs, notamment événements qui avaient eu lieu en mars 2023 à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, se sont tenues dans le département voisin de la Charente-Maritime une série de manifestations s'opposant à des projets de méga-bassines, ces infrastructures destinées à stocker de grandes quantités d'eau pour l'irrigation agricole. La ville de La Rochelle est alors devenue à son tour le théâtre de destruction, de saccage, de pillage, perpétrés par les mêmes populations, les mêmes groupes appartenant à la même mouvance. Plus récemment encore, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cette fois, les infrastructures de la SNCF faisaient l'objet de sabotages majeurs, des postes stratégiques pour l'alimentation électrique du réseau étant vandalisés, ces actes compromettant gravement la sécurité sur le réseau ferroviaire. Ils ont lourdement affecté de nombreux axes LGV sur une large part du territoire et ont laissé sur le carreau pas moins de 800 000 voyageurs. S'agissant de ces derniers faits, d'une gravité extrême et qui allaient être encore suivis d'autres détériorations, affectant cette fois des antennes relais ou des réseaux de fibre optique, le parquet de Paris a diligenté une enquête sur les chefs, entre autres, d'associations de malfaiteurs, de dégradation par moyens dangereux en bande organisée et de détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'enquête est toujours en cours et les autorités n'ont pas encore formellement identifié, ni a fortiori arrêté, les auteurs de ces actes de sabotage. Toutefois, l'ensemble des éléments disponibles, auxquels s'ajoutent de multiples indices, pointent très clairement vers l'ultra-gauche. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur en sursis, Gérald Darmanin, a lui-même
tout en appelant à la prudence et à se garder de conclusions hâtives, reconnu qu'on retrouvait dans ces sabotages le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche. Plus factuellement, et même si le lien avec les sabotages n'a pas été confirmé, un militant d'ultra-gauche a été interpellé dimanche 28 juillet sur un site de la SNCF en Seine-Maritime. Il avait en sa possession des clés d'accès à des locaux techniques de la SNCF, des pinces coupantes et de la littérature d'ultra-gauche. La veille, en début de matinée, il avait également été procédé à l'interpellation de 45 membres d'Extinction Rébellion, un groupe d'ultra-gauche d'orientation écologiste radicale, c'est-à-dire écoterroriste, qui, selon les termes du ministre, voulait profiter des premières épreuves des Jeux Olympiques pour effectuer des actions de sabotage ou de contestation radicale. Voilà que la physionomie des auteurs commençait donc à se préciser, sans qu'il soit bien sûr question de bafouer la présomption d'innocence. Extinction Rébellion, donc. D'ailleurs, on retrouve des militants de cette organisation écoterroriste à La Rochelle, lors de la mobilisation contre les projets de mégabassines. Même si les actions violentes qui ont eu lieu semblent plus directement imputables à un autre collectif appartenant à la même mouvance de la prétendue écologie radicale, les soulèvements de la Terre. Notons que des synergies entre les soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion naturellement existent, et qu'elles ont déjà pu être observées lors de diverses actions, telle l'occupation par exemple de la cimenterie Lafarge à Gennevilliers en juin 2021. Comme Extinction Rébellion, les soulèvements de la Terre regroupent des militants radicaux engagés contre les évolutions climatiques, ainsi que des membres de la mouvance autonome, et sont déjà bien connus pour leurs actions de désobéissance civile, de sabotage et de confrontation violente avec les forces de l'ordre, si connus qu'ils ont fait, pour rappel, l'objet d'une procédure de dissolution suite aux événements de Sainte-Soline. Cette procédure de dissolution n'a malheureusement, pour rappel toujours, pas abouti, le Conseil d'État ayant annulé la procédure. Estimant que si les soulèvements de la Terre s'étaient bien rendus coupables d'agissements violents à l'encontre des biens, aucune provocation à la violence à l'encontre des personnes ne pouvait toutefois leur être imputée, et cela en dépit des affrontements d'une extrême violence qui ont opposé à Sainte-Soline les membres de cette organisation aux forces de l'ordre, faisant une quarantaine de blessés parmi elles. On retiendra donc que la destruction délibérée de biens, rappelons celle de culture expérimentale en juin 2023 dans la région nantaise, ou des commerces de l'avenue Edmond-Grasset de La Rochelle le 20 juillet dernier, que le combat en armes contre les agents de l'État en charge du maintien de l'ordre ne constitue pas, pour la plus haute juridiction administrative, des troubles à l'ordre public susceptibles de permettre que la procédure de dissolution aille à son terme. Cette décision est autant inacceptable qu'incompréhensible. Et je pose ici la question de savoir ce qui en constitue la motivation profonde et inavouée. De quoi s'agit-il au juste? D'indulgence laxiste, de complaisance équivoque ou de complicité coupable? Après tout, la fable mondialiste du prétendu réchauffement climatique, fable en ceci tout du moins qu'elle affirme dogmatiquement que les phénomènes de changement climatique ne seraient pas simplement curriculaires et seraient exclusivement imputables à l'activité humaine et à sa croissance, après tout donc, communient autour de ces nouveaux dogmes aussi bien les mondialistes de la finance apatride que les altermondialistes, chantres de la décroissance, les uns et les autres servant naturellement les mêmes intérêts et partageant des objectifs communs. Mais que faut-il donc au Conseil d'État pour qu'il parvienne à sa visée? Que oui, les appels à la violence, dont les soulèvements de la Terre se rendent coupables, sont bel et bien autant dirigés contre les personnes que contre les biens, ce qui justifie, et plus encore exige, que cette organisation soit mise hors la loi. L'une des cibles de prédilection de l'ultra-gauche ces derniers temps, dans le sillage des législatives anticipées et sur fond d'attribution par l'ARCOM des fréquences TNT, c'est ce qu'elle appelle l'Empire Bolloré. Ainsi, la mouvance, manifestement fort soucieuse de trouver le coupable de la progression de l'extrême droite, j'entoure bien sûr le terme de guillemets, et du péril que la bête immonde venait de faire courir à la démocratie, se retrouvait-elle au grand complet dans un appel unitaire éloquemment intitulé
Désarmons l'Empire Bolloré, riposte antifasciste. Puisque cet empire, et plus particulièrement ses médias, serait, je cite, devenu un levier majeur de la conquête du pouvoir par l'extrême droite, guillemets de citation cette fois. Mais si ce texte, sur les signataires duquel je reviens dans un instant, prétend lancer une campagne d'action, il ne dit toutefois rien sur les moyens d'action préconisés. Pour être fixé, il faut notamment regarder les publications des soulèvements de la Terre sur leur compte X. Ainsi, le 30 juillet, 15 jours après la publication de l'appel unitaire, ce compte relayait-il un article initialement publié sur un site internet se revendiquant révolutionnaire et dénommé La Grappe. L'article en question se demande, je cite, « Comment trouver une adresse du groupe Bolloré près de chez soi ?» et revendique avoir identifié les dépôts pétroliers, les stations d'essence ou les agences de transport appartenant au groupe, sans manquer de proclamer s'inscrire dans une perspective d'action directe, qu'il s'agisse d'un sabotage comme d'un tractage devant l'usine, guillemets de citation toujours, et d'illustrer le tout par une photographie de bus en flammes. On reste donc une nouvelle fois sans voix devant l'indulgence dont les soulèvements de la Terre et les organisations du même type bénéficient. D'autant que sans ambiguïté, il est là incité à l'action directe. Et pour faire écho aux termes ayant motivé la décision incompréhensible du Conseil d'État, à des actions qui ne constituent pas seulement des menaces d'atteinte aux biens, mais tout autant aux personnes, à commencer par celles salariées par le groupe visé. Le schéma est d'ailleurs loin d'être inédit. Des exaltés d'extrême gauche s'en prennent, au nom de leurs idéaux mondialistes fumeux, nourris en l'espèce de religion réchauffiste, à de simples travailleurs et à leur outil de travail. Mais si les soulèvements de la Terre ou Extinction Rébellion se caractérisent par leur radicalité, ce serait toutefois se méprendre que de penser que d'autres organisations de la même mouvance, en apparence plus présentables, plus policées, plus respectueuses de la démocratie et de la République, seraient d'une nature autre. D'ailleurs, abstraction faite des différences de forme, les objectifs poursuivis sont semblables, outre que les accointances sont réelles et irrécusables. Pour preuve, parmi de nombreux autres, le soutien dont bénéficient les deux organisations écoterroristes en question, notamment auprès des cadres d'Europe Écologie Les Verts. Pour preuve encore, l'absence systématique de condamnation de la part des dirigeants des partis de cette gauche radicale à l'égard des Black Blocs qui, manifestation après manifestation, cassent, saccagent et ne laissent place qu'au chaos et à la désolation. Ainsi, est-ce l'ensemble de la nébuleuse d'ultra-gauche qui représente un poison mortel pour la démocratie et pour la République. Mais instrumentalisé par certains intérêts particulièrement puissants, ultralibéraux, antinationaux et mondialistes, il lui est largement permis de nuire. Car cette mouvance ultra-gauche où convergent et s'imbriquent les courants écologistes radicaux, autonomes, libertaires, anticapitalistes, antifascistes, altermondialistes, etc., a beau se proclamer, et se croire sans doute, anti-système, elle ne constitue bien évidemment que la périphérie du système, elle le sert, le renforce et décuple sa force de destruction antisociale et antinationale. J'évoquais à l'instant les fameux Black Blocs, ces groupes de nervis ultra-violents pour partie constitués d'éléments étrangers, notamment allemands, la supercherie antifasciste ayant sans nul doute beaucoup à voir avec un complexe de culpabilité, groupe dont on connaît bien la capacité de nuisance, tout particulièrement en marge des manifestations de salariés. Quiconque observera de façon un tant soit peu avisée la fonction que ces groupes remplissent réellement lors de ces manifestations ne manquera pas de comprendre que le système qu'ils prétendent abattre tire en réalité un très grand bénéfice des exactions qu'ils commettent. Cela permet que soit jeté le discrédit sur les manifestations et sur les revendications légitimes qu'elles portent. Les médias du dit système ne manquent pas alors de diffuser les images de ces manifestations avec leur lot de casse et de saccage, ce qui ne manque pas de persuader une bonne part de l'opinion de l'illégitimité de la manifestation et de la conforter dans l'idée symétrique de ce que c'est le système, garant, lui, de l'ordre, qui est seul légitime. D'ailleurs, il a été établi, à l'occasion de manifestations récentes, celles des Gilets jaunes notamment,
qu'on avait délibérément laissé ces Black Blocs infiltrer les dites manifestations dans le but de les discréditer aux yeux de l'opinion. Mais j'en reviens pour terminer aux signataires de l'appel unitaire évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à d'autres composantes encore de cette mouvance d'ultra-gauche, véritable poison. On trouve parmi les signataires de l'appel le syndicat Sud, membre de l'Union syndicale solidaire, dont j'ai pu personnellement et à de multiples reprises mesurer toute la force de nuisance, tout particulièrement dans l'éducation. Sud Éducation remplit très clairement la fonction de détruire ce qu'il reste de notre pauvre école, en tant que sa fonction intrinsèque est de transmettre, d'instruire et de permettre ainsi la promotion sociale des jeunes gens qui lui sont confiés en assurant leur avenir individuel et par là même l'avenir collectif de la nation. Sud rejette absolument ces très essentielles finalités auxquelles il a délibérément substitué un seul autre objectif qui est celui de l'inclusivité. Il faut que l'école soit inclusive et qu'elle constitue le lieu où se construit une autre société, elle-même inclusive. C'est-à-dire qu'elle promeuve, contre l'universalisme républicain, tous les particularismes individuels et communautaires. En d'autres termes, Sud est parmi les organisations constituant la mouvance de l'ultra-gauche, l'une de celles qui s'avère le plus efficient vecteur de l'idéologie woke, dont il est clair qu'elle est l'une des composantes de l'idéologie mondialiste et l'une des plus redoutablement efficaces, en ceci que par le biais d'une école dévoyée et au dévoiement de laquelle elle participe largement, elle agit sur les esprits en formation. Et cette organisation, d'ailleurs, n'hésite pas, au mépris des règles qui encadrent le syndicalisme véritable, et lui font honneur, celle de la neutralité politique notamment, à manipuler la jeunesse, des lycéens, voire des collégiens, pour la convertir à ses délétères idéaux et l'associer à ses actions subversives. On retrouve enfin parmi les signataires, je terminerai tout du moins par ce dernier cas, le mouvement international ATTAC, organisation altermondialiste, qui mène à l'occasion des actions communes avec les soulèvements de la terre, en protestation par exemple contre les projets d'autoroutes ou d'infrastructures de bétonisation. Il y aurait beaucoup à dire sur une organisation comme ATTAC, au point qu'une prochaine vidéo pourrait lui être à elle seule consacrée, tout particulièrement aux collusions qui sont les siennes dès l'origine avec la fondation Soros, dont la raison d'être est de subvertir les nations et de détruire les peuples et leurs identités dans le seul but de promouvoir l'idéologie mondialiste, car que nul ne s'y trompe, l'altermondialisme est évidemment encore et toujours un mondialisme et n'a d'autre fonction que de servir le mondialisme, celui du capitalisme financier, qu'il affirme toutefois vouloir combattre. Avec ATTAC, nous avons affaire à un cas chimiquement pur de l'imposture d'ultra-gauche. S'il en faut une preuve, on notera que cette organisation prétend, et à juste titre, dénoncer les traités de libre-échange, mais se garde bien de prendre une position claire sur notre appartenance à l'Union européenne, qui constitue pourtant la cause première de ces traités, dans la mesure où c'est elle, l'Union européenne, qui les conclut au nom des États qui en sont membres, c'est elle qui nous condamne et condamne notamment nos paysans à en subir les conséquences désastreuses, le commerce étant l'une de ses compétences exclusives. Imposture généralisée. Manipulation des esprits, de ceux de la jeunesse en particulier. Détestation des nations, c'est-à-dire du cadre nécessaire à toute démocratie. Négation pure et simple de l'universalisme républicain. Diffusion de l'idéologie woke et de l'ensemble de celles qui lui sont adossées. Promotion de l'ultralibéralisme sociétal, dans le seul but de subvertir et de détruire les peuples et leurs identités en faisant le jeu du capitalisme financier mondialisé. Exercice d'un véritable terrorisme intellectuel dans les milieux qu'elle noyote, principalement l'enseignement, la culture ou les médias. Usage de la violence contre les biens, mais aussi contre les personnes, avec la commission de destruction, de saccage, de sabotage, avec une large impunité qui révèle à elle seule combien cette mouvance se prétendant anti-système sert en réalité le système qu'elle prétend combattre. Alors, oui, incontestablement, l'ultra-gauche
est un poison mortel, et c'est bien pourquoi elle doit être démasquée, combattue et mise hors d'état de nuire.